Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Street Foot, l'émission dédiée au football africain et international. Dorénavant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne RTV, sur le canal 905, sur la Freebox et sur la B-Box, canal 306. Je serai aujourd'hui sur le plateau avec deux chroniqueurs. Raïd, comment tu vas? Bonjour Tarek, bonjour Fetter, spécialiste du football tunisien. Bien entendu. Et le retour de Fateh, tu nous avais manqué, ça faisait longtemps. Bonjour Tarek, bonjour Raïd, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, sur l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des matchs retour de la Ligue des Champions, également de la CAF, et bien évidemment sur les incidents qui se sont passés lors du match JSK Espérance de Tunis à Rades. Donc on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Donc le Wydad contre Simba. On va voir un résumé du match. C'était justement quelque chose qu'on reprochait beaucoup à Tagnauti, de ne pas arrêter les pénaltys. El Moter, dans cet exercice, s'est mis en évidence, également en Coupe du Trône, où il a sorti deux belles parades qui ont sorti Tanger. À rappeler que c'est le gardien remplaçant, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est le gardien remplaçant qui jouait à Mohamedia. Donc bravo au Wydad. Peut-être Raïd, quelque chose à rajouter sur ce match? Oui, bien sûr. Bon, je l'avais mentionné la semaine dernière. J'avais dit que ça allait être pas évident pour le Wydad, qu'entre la phase de poule et les quarts de finale, il y a des équipes qui sont différentes. On l'a vu avec Simba, une équipe qui était plutôt fébrile lors des phases de poule, notamment avec un 6 buts pris face au Raja à l'aller au retour. Là, on a vu toute une autre équipe totalement. Une équipe bien en place tactiquement, qui aurait pu la créer la surprise. Ça s'est joué à la roulette russe au penalty. Visiblement, le Wydad avait mieux préparé cette séance-là. Aujourd'hui, on parle de ce gardien qui est remplaçant, qui est peut-être aujourd'hui susceptible de prendre la place de Tagnauti, puisque visiblement, du côté du Wydad, on est très satisfait de ses performances. Le Wydad qui, malgré tout, présente des prestations moyennes en Champions League. Aujourd'hui, se retrouvent en demi-finale grâce à leur expérience depuis quelques années maintenant. On sait que ça fait leur 6e ou 7e demi-finale consécutive. 5e. Ouais, avec 8e quart de finale d'affilée, 5e d'affilée. Ouais. Donc voilà, c'est énorme, ça reste un géant d'Afrique, hein, si on peut résumer. Après, c'est vrai, Raïd, on en avait parlé à l'émission précédente, que le Wydad allait rendre certainement la monnaie de sa pièce au club de Simba, qui monte en puissance et sans surprise, même si ça fait au tir au but, sans surprise, oui, le Wydad s'est qualifié. Après, moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'on sait que généralement le joueur maghrébin, quand ça ne va pas dans son sens, il s'impatiente, il devient nerveux. Là, le but de Sambou à Bouli a mis un peu de temps à venir. On aurait aimé qu'il vienne dans le premier quart d'heure pour vraiment libérer un peu plus l'équipe. Il est arrivé aux alentours de la 25e minute. Après, ça a pas mal joué, ça a pas mal combiné. El Hassouni a marqué un but qui a été refusé en début de seconde période. Maintenant, c'est vrai que Simba a fait bonne figure, on va dire, a joué également ses chances crânement. Mais c'est vrai que c'était un peu poussif, surtout au niveau de l'efficacité devant le but, parce que ça ne voulait pas rentrer, malgré quelques occasions qui auraient pu alourdir le score. Bien sûr. Surtout, voilà, on l'a vu il y a quelques semaines, voire quelques mois, l'éviction de Mehdi Nafti, qui au final aujourd'hui, on se rend compte que Garrido, il fait peut-être pas forcément mieux, avec aussi des choix un petit peu
qui sont un sujet à polémique quand on voit aujourd'hui l'ailier Boura, Seyfedine Boura, qui pour moi ne donne pas forcément satisfaction. On a vu Ounajem qui est rentré directement, ce qu'il a proposé en un quart d'heure. En 75 minutes, Seyfedine Boura n'a pas montré grand-chose. Après Ounajem et Garrido se sont réconciliés juste avant le match retour. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas joué le match aller, parce qu'ils étaient en embrouille tous les deux. Maintenant, oui, Garrido, il ne fait pas l'unanimité, mais en termes de résultats, il est beaucoup mieux que Nafti. C'est bien que tu en parles et c'est bien aussi que Khalid vous en parlez. Garrido, c'est un peu du réchauffé. Oui, c'est quelqu'un qui est déjà passé, quelqu'un qui est venu, qui s'est fait limoger, qui est revenu. Qu'est-ce que tu en penses de sa venue aujourd'hui au sein du Wydad? Garrido, je pense que c'est quelqu'un qui ressemble un peu à Nafti dans le sens où je pense qu'il a une haute estime de lui, il connaît le foot mieux que les autres, il a un rapport assez... parfois froid avec la presse, où il est un peu donneur de leçons. Maintenant, Garrido, il n'a pas réussi. Il venait d'une expérience avortée à Ismaïli en Égypte. Il était en 3e division en Espagne à Castellón, où il n'a rien fait. Maintenant, il est revenu parce qu'il connaît déjà le contexte. Il connaît le contexte des clubs de Casa. Il connaît aussi le club du Wydad parce qu'il l'a précédemment entraîné. Maintenant, je pense que Nassiri aussi, il le connaît bien. Il le connaît bien. Et puis, il y avait aussi besoin d'une solution d'urgence parce que des entraîneurs qui connaissent déjà le contexte, chose qui a fait grandement défaut à Nafti, il n'y en a pas 15 000. Et surtout dans cette phase de championnat, j'imagine aussi. Dans cette phase de championnat, il y a Carteron, mais Carteron, il a un gros salaire et il n'est pas libre. Il n'est pas libre, voilà. Donc on a pris celui qui était sous la main. On sait qu'il s'est embrouillé aussi avec son adjoint, l'ancien international marocain Abdelila Saber, qui n'était pas présent au match retour face à Simba. D'ailleurs, il a présenté sa démission. Donc oui, Garrido, il est un peu... Mais voilà, mais c'est l'homme de la situation, on va dire, pour l'instant. Du côté du Wydad. D'accord. Et comme je l'ai dit, il connaît déjà le contexte, donc c'était... Ok, très bien. Écoutez les gars, on va passer au deuxième match, l'Espérance de Tunis qui recevait la JSK. On va regarder un résumé du match. Into the second half after an extended half time, but it didn't take them long once they got back on the pitch. Mohamed Ali Ben Ramdan again with that tenacity to get himself to the ball first, who were bouncing in the stands. They remained in control for much of the game, but with 5 minutes remaining, Kabylie gave themselves a ray of hope. Substitute Adem Rejem. Goalkeeper perhaps a little disappointed. He didn't clear the ball to safety, and it made for a final few minutes that were far less comfortable for the hosts than they might have expected. Alors Raïd, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match JSK-EST qui a été intense, on va dire, dans les tribunes? Exactement, l'Espérance qui recevait plutôt ce match de retour la JSK. On avait parlé aussi la semaine dernière, ça allait pas être évident. Score 1-0 pour l'Espérance de Tunis. À l'aller, un partout au retour. Voilà. La JSK qui aurait pu mettre le deuxième, tuer le match dans les arrêts de jeu avec une grosse occasion en fin de match. Voilà, comme tu l'as dit, le spectacle malheureusement était plus dans les tribunes en fin de première période. Des choses aujourd'hui, on n'a pas forcément l'éclaircissement sur ce qui s'est passé. Des heurts entre la police et les supporters. Aujourd'hui, le club de la JSK aussi est mécontent d'avoir vu ses supporters bien sûr. aussi été maltraités par la police. Aujourd'hui, on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé. Une enquête qui a été présentée à la CAF. Sur le terrain, peu de spectacle, il faut le dire. Des joueurs qui ont un match très tactique pour l'Espérance qui a voulu mettre ce premier but pour se mettre à l'abri. Bien sûr. Voilà, après une interruption de 1 heure dès la deuxième période, donc sur un transversal de Melier, l'homme de la situation en ce moment du côté de l'Espérance, c'est Mohamed Ali Ben Ramdan qui ouvre la marque. L'Espérance qui a préféré ne pas prendre de risque, qui s'est mis à 5 derrière, déjà tout au long du match, mais qui a préféré après laisser le ballon à la JSK, qui aurait pu se mettre en danger, donc justement avec cette égalisation, et dans les arrêts de jeu, un potentiel deuxième but qui aurait pu éliminer l'Espérance. Pour les hommes de Nabil Malou, c'est passé. À mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué en demi-finale. Aujourd'hui, la polémique, c'est de voir le club de la JSK justement se plaindre de ce qui s'est passé, qui voulait malheureusement une qualification sur tapis vert suite à ces débordements. Bon, la CAF aujourd'hui a pris le dossier en main.
on va voir ce qui va se passer. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Fatah, les incidents qui sont passés Déjà, j'aimerais revenir sur le jeu. Oui, effectivement, l'Espérance qui se présentait avec quelques absents, notamment Chahlali ou le Libyen Elouni. Je pense que déjà au match aller, l'Espérance, elle avait gagné, remporté le match un peu avec une petite filouterie sur une touche. Au match retour, il y a eu le but refusé déjà. Filouterie sans dire d'autres mots. Non, bien sûr, à l'expérience, on va dire. Mais c'est vrai qu'au match retour, la JSK a ouvert la marque, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Après, il y a eu à l'expérience Ben Ramdan, l'homme en forme du côté de l'Espérance. Moi, j'ai envie de dire que Là, on sent que l'Espérance, elle est un peu en difficulté. Même en championnat hier, elle a perdu face à Sfax. Je pense que, effectivement, comme l'a dit Raïd, en demi-finale face à une équipe aussi expérimentée que l'Ali, ça risque d'être un peu juste. Maintenant, on verra bien ce que la demi-finale nous donnera. Concernant les échauffourées, on a plusieurs sons de cloche, j'ai envie de te dire. Ça risque d'être chaud pour l'Espérance de Tunis. C'est vrai que quand tu vois un supporter arriver avec une tronçonneuse… On en parlera justement en fin d'émission, on vous montrera les images. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent que peut-être que c'est des supporters d'autres clubs de Tunis, notamment du club africain, qui sont venus peut-être foutre… Il y a plusieurs spéculations, il y a même des spéculations politiques, on ne rentrera pas dedans. On a assisté quand même à des feux, en tribune. On a senti un peu les forces de l'ordre un peu débordées. Oui, effectivement, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Mais est-ce que de là à dire que la JSK peut remporter le match sur tapis vert, c'est un long chemin. Mais je pense qu'on aura le temps d'en débattre bien sûr, sur la fin de l'émission. Après, Raïd, tu souhaitais rajouter quelque chose ? Malheureusement, je dirais remercier la FTF et la Ligue de mettre des matchs tous les 3 jours, de ne pas avoir mis dans des bonnes dispositions les clubs tunisiens dans ces compétitions. Il faut savoir que l'Espérance a joué 8 matchs au mois d'avril. Donc donnez-moi un championnat où un club joue 8 matchs, c'est juste impensable. 8 matchs. C'est vrai que le mois d'avril est très chargé. Il faut savoir que l'Espérance, comme l'a dit Fetter, a joué hier. Elle jouera ce samedi. Elle jouera encore mardi. Elle jouera après l'Air Alliance le samedi prochain. Malheureusement, on ne peut pas demander à une équipe qui a déjà beaucoup de blessures, avec des suspendus, etc., de jongler entre le championnat, d'avoir des gros objectifs pour le championnat, pour la Champions League. Aujourd'hui, clairement… la Super League qui va arriver, on en a parlé lors de notre première émission sur cette chaîne. Exactement. Quand on voit que les championnats étrangers, comme le Maroc ou en Algérie, entre les 2 matchs aller et retour, il n'y a pas de championnat, si je ne dis pas de bêtises. La JSK, elle a 2 matchs en retard. D'ailleurs, elle est relégable. Exactement. Mais au moins, la Fédération algérienne a laissé toutes les chances à la JSK de pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Effectivement, je sais que dans le championnat algérien, il y a des ménagements pour certaines équipes qui jouent la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Le dernier match de la JSK, c'était un match perdu face au Paradou il y a 15 jours. Exactement. Maintenant, ce que la JSK a présenté, c'est quand même pas mal, parce que je sais qu'ils avaient battu le Wydad en match de poule à Alger. Je sais plus où est-ce que ça jouait. Et là, mine de rien, ils perdent 1-0 sur comme on a dit, une touche. Au match retour, ils font 1-1 devant le public de l'Espérance. Même si on sait qu'en championnat ça va mal, que c'est un club qui est endetté. Tu as raison de parler de ça, justement, on en parlait sur l'émission précédente, que malgré les difficultés, malgré qu'elle soit relégable, la JSK, elle reste quand même un grand d'Afrique. Elle reste quand même un grand d'Afrique qui a une expérience. C'est le club le plus titré en Algérie, je crois. Effectivement. Elle a une âme en coupe qui se révèle. Après, la JSK, elle est mal en point, que ce soit financièrement ou même dans les résultats, parce qu'ils sont quand même… Ça va être très très chaud en championnat. Maintenant, mathématiquement, tout est possible. Après, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, ils ont des bons joueurs et je pense que malheureusement pour eux, si rétrogradation il y a, à mon avis, il y a beaucoup de clubs. Ce serait une première dans l'histoire de la JSK en D2, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de ce serait une première et ce serait catastrophique pour le peuple. Après, je sais qu'ils ont un nouvel actionnaire, Mobilis. Alors, il y a Mobilis qui a racheté apparemment les parts à 80%. Mais Mobilis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui est déjà beaucoup endettée. Exactement. Donc, je ne sais pas si vraiment elle va… Après, tu sais, le contexte de la JSK, c'est un peu politique, c'est un club un peu rebelle dans le championnat, c'est une région rebelle
en Algérie. Donc j'ai l'impression plutôt que l'État essaie de museler le club. Exact. Parce que je sais qu'avant, à la fin du match face au Wydad, on entendait des pouvoirs assassins criés par les supporters de la GSK. Donc il y a un peu de politique là-dedans. Effectivement. Donc je ne sais pas si le contexte est propice à vraiment faire de bons résultats cette saison. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci messieurs, on va passer à l'autre match. Fateh, on va enchaîner avec toi. Le Raja qui jouait contre El Ahly, donc 0-0 0-0. entre les Rajaouis et les Égyptiens. Ouais. Donc ce que j'ai envie de dire sur la double confrontation face à l'Ahly, c'est que le Raja n'a à aucun moment paru vraiment Au-dessus. En dessous, en tout cas. Dessous. Très en dessous. On sait qu'ils se sont rencontrés à ce même stade la saison dernière. Et j'ai envie de dire que le Raja n'a pas été gâté par le tirage au sort, parce qu'elle rencontre la saison dernière en quart de finale à l'Ahly. Cette saison, pareil. Au match aller, ils ont fait une super première mi-temps, mais à cause d'une erreur défensive, ils encaissent un but juste avant de rentrer au vestiaire. Ensuite, 10 minutes avant la fin du match, ils encaissent un second but qui les plombe. Je pense que s'ils étaient revenus avec un 0 à Casa, ça aurait été mieux. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au match retour, ils ont eu l'occasion de Ce que je vous propose, on peut regarder le résumé et tu peux enchaîner sur le match. Ouais. Alors là, on voit le penalty justement, Dieng, le Malien d'El Ahly, qui commet une faute sur l'Algérien. Ce que moi, j'ai pas compris, c'est que c'est Bouzouk qui tire le penalty en force, mais on sentait que c'était Khaba qui allait le tirer, parce qu'il gardait le ballon. Donc là, je pense qu'il y a eu des concentrations. Je sais pas, mais en tout cas, ce but aurait pu clairement changer le cours du match. Là, évidemment, c'est une fois de plus Khaba qui loupe. Voilà. On voit que Rabat n'est pas un numéro 9 à proprement dit, c'est plus un attaquant de soutien. Ouais. Et évidemment, je pense que si Bouzouk avait marqué, le match aurait été tout autre, parce qu'elle est dans ce match-là, elle est pas venue jouer au ballon, hein, on l'a très bien vu. Elle n'a pas pris de risque, elle est restée derrière, et ce qui a donné un 0-0. Mais sur la double confrontation, le Raja peut s'en vouloir clairement. Parce qu'il y avait vraiment moyen de... Il y avait de la place en tout cas. Il y avait de la place. Et on se Raïd, un mot à rajouter? Ouais, c'est ce que je disais aussi à Fateh hors émission, c'est que voilà, c'est la différence après avec les grands d'Afrique, c'est-à-dire, bon, même si Raja bien entendu, c'est on en parle Afrique, souvent, Raïd. la différence, elle se fait justement là. Dans les temps forts. Voilà, a su gérer ses temps forts, donc à profiter de son temps fort au Caire, à marquer ces deux buts-là. Le Raja, quand elle avait ces temps forts-là, elle n'a pas su concrétiser justement. Elle aurait pu marquer au Caire, elle ne l'a pas fait. Là, pendant 90 minutes à Casa, ils ont poussé, il y a eu un manque total de réalisme. Ils avaient un penalty, le penalty, il ne faut pas le rater en fait à ce stade de la compétition, à ce niveau-là. Et à ce moment-là, ça pardonne pas à ce niveau-là. Surtout c'est dommage parce que cet Algérien Bouzouk qui était très en vue. C'était celui qui bougeait le plus, qui créait plus. Un bon recrutement quand même de la part du Raja. Tu parlais du Paradou justement, un joueur formé au Paradou qui s'est retrouvé libre par chance et que le Raja saisit la chance de le sur son côté gauche, c'est celui qui a le plus provoqué, le plus apporté. Après c'est dommage parce qu'on a senti que ce penalty raté a clairement diminué un peu perte de confiance. Voilà, sa confiance en deuxième période. Maintenant, comme l'a dit Raïd, au match aller, oui, il y a le face-à-face de Zrida qui loupe sur une passe de Sebar. Et je pense pareil que si ce but avait été marqué, ça aurait été un tout autre match parce que le Raja vraiment avait tactiquement été très 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 au point lors de cette confrontation. L'expérience du National du Caire, je pense, ça fait la différence. On l'a vu clairement. Comme à son habitude. Et malheureusement, on dira pour le Raja, il continue d'apprendre. Hein. C'est quand même une équipe c'est une équipe avec des jeunes joueurs. Il faudra maintenant savoir si Kebayer va pouvoir. Très arrivé aussi. Ouais. Donc la cohésion et tout. Je pense que d'ailleurs Mondarkber a fait ce qu'il a pu. Je pense que c'est pas forcément lui qu'il faudrait pointer du doigt. Et que penses-tu justement de lui, du Raja, depuis son arrivée? Moi, je l'avais dit déjà. J'avais dit que c'était, de par sa personnalité, il y avait beaucoup de troubles dans le club, aussi bien chez les supporters que dans la direction. Parce qu'il est assez critiqué chez les Tunisiens. Moi, je trouve qu'il a apporté pas mal de sérénité. Il a apporté pas mal de cohésion, parce que quand dans un club, tu arrives à avoir 13 arrivées et que tu as des départs comme j'ai oublié son nom. Haddad qui était Wydad au Raja, je crois. Non. Oui, Haddad qui est parti, Mohsin Metwali qui est parti,
le petit milieu de terrain là, j'ai oublié son nom, qui est revenu d'ailleurs. Donc Hafidi qui est revenu, qui est parti, qui est revenu. Donc tout ça fait que c'était pas un groupe pas facile à gérer. Et moi je trouve que un nouveau propriétaire, parce que tu parlais tout à l'heure de la JSK avec Mobilis qui est arrivé. Il y a aussi un nouveau propriétaire qui est arrivé. Aziz El Badraoui, si je me trompe pas. Alors là c'est plus un industriel qui a beaucoup d'argent, qui travaille dans les déchetteries, je crois, si je me trompe pas. Dans la déchetterie, exactement. Il a pas mal de sociétés, notamment même au Mali, qui s'occupent, comme tu l'as dit, des déchets. Le recyclage des déchets. Lui, il est arrivé avec ce qu'on appelle la politique du carnet de chèques. Il a acheté à tout va. Il est venu avec pas mal de déclarations fracassantes et tapageuses en direction des supporters. On va gagner la Ligue des Champions, le championnat, on va tout gagner. Maintenant, pour en revenir à Monderkber, il faut savoir qu'il est sur le Raja hier a perdu à Fès 2-1. Et c'est la 5e défaite à l'extérieur pour le Raja cette saison. Le Raja est distancé même pour la place de la Coupe de la CAF. Ils sont à 10 points. Ça fait beaucoup. Ils sont 5e du championnat. Je pense qu'ils n'avaient pas l'effectif pour jongler entre la Champions League. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas l'effectif, mais en tout cas, là, c'est problématique parce que la saison prochaine, le Raja risque de ne rien jouer. Une question, est-ce que Monderkber est menacé aujourd'hui? Moi, je pense que ce serait une bêtise de le licencier, parce que pour moi, il a quand même amené une cohésion. Quand tu vois la première mi-temps à El Ahly et ce qu'a proposé le Raja au match retour, on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, effectivement, on se rend compte que les matchs à ne pas perdre, Monderkber a du mal à les gagner. Et c'est un grand club, je dirais, si je peux rajouter, c'est le Raja, c'est un grand club, il n'y a pas de droit à l'erreur, malheureusement. Et contrairement au Wydad, le Raja a 3 groupes d'ultras qui sont très bruyants, qui sont très remuants. On va dire c'est un peu la rue qui décide pour le club. Ouais, et c'est ça le problème du Raja. D'accord. On va passer au dernier match de la Ligue des Champions. Il s'agissait de Sundowns face au CRB. Le club algérien qui a perdu 2-1, et on va regarder le résumé. Là, on voit El Wafi CRB qui est venu vraiment en découdre parce qu'ils avaient perdu 4-1 à l'aller. C'était quand même beaucoup. Je pense avant le début du match, parce que quand tu marques 4 buts à l'extérieur, c'est difficile. Effectivement. Mais on a vu quand même une équipe du CRB motivée qui n'est pas venue à reculons. Il fallait sauver l'honneur après. Mais malheureusement, on l'a vu. À noter, là, on le voit à l'image, la présence du Marocain Boutouil, qui est un ancien international espoir marocain. Et voilà, là, sur des transitions rapides vers l'avant. C'est vraiment la force de cette équipe. D'ailleurs, qui a été le joueur de la journée. Et on peut s'apercevoir qu'il joue à 15h. Voilà. Généralement, au Maghreb, on joue un peu tard. Mais là, ils ont joué à 15h. Un partout à la mi-temps. Et il va y avoir le deuxième but de Sundowns qui vient crucifier les espoirs, on va dire, du CRB. Ça fait 6-2. Aller-retour. Très lourd. Sundowns qui en avait mis 4 ou 5 à l'Ali, donc je pense que c'est un potentiel prétendant au titre cette saison. On peut dire que c'est les favoris. Effectivement, c'est ce qu'on disait justement lors de la première émission, Khalid, justement, que c'était un prétendant avec les Al-Ali, avec les Wydad. Non, mais c'est une équipe qui aujourd'hui, depuis 2016, depuis leur sacre en 2016, ils sont toujours présents, ils sont toujours au minimum en quart de finale. Donc c'est vraiment là, vraiment, on a vraiment les demi-finales rêvées, quoi. Les 4 derniers vainqueurs de la Champions League, ils sont là, ils sont présents. Je pense que là, c'est une première en Afrique. Là, il faudra vraiment profiter de ces demi qui s'annoncent quand même assez grandioses. Le Wydad les avait affrontés quand ils avaient gagné la Ligue des Champions en 2017. Et même en 2019, je crois que la finale contre l'Espérance, ils avaient pu se qualifier le Wydad en demi. Ça a toujours été des matchs compliqués. Donc ils sont présents, c'est un club qui a des moyens. C'est un club qui travaille bien aussi dans leur section féminine. C'est un club qui produit aussi pas mal de jeunes joueurs, notamment dans l'équipe U17 d'Afrique du Sud là, qui se joue la CAN U17 en Algérie. Je ne peux pas m'éviter de penser à Percy Tao, qui est aujourd'hui à El Ahly, par exemple, qui est passé à Brighton, en Belgique, etc. C'est vrai qu'il y a une jeunesse. Mais surtout, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ils ont quand même une identité de jeu. C'est aussi sur les recrutements, il y a une petite passerelle aussi avec les Brésiliens, avec le Brésil. Ils ont une identité de jeu où c'est vraiment, après aussi les installations font que
ça joue au ballon et on le voit, on l'a vu dans le résumé. Justement, Sundowns, le gardien, c'est le gardien de l'Afrique de la sélection nationale. L'attaquant, c'est celui qui est. Ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai que ça fait quelques années que, en termes de club, on les voit de plus en plus présents. Par contre, l'équipe nationale a de plus en plus de mal. Entraînée par Hugo Bross, le Belge Hugo Bross, qui est une catastrophe, mais bon, ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés quand même à la CAN, un peu difficilement. La Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Voilà, qui a gagné la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. C'est vrai que c'est paradoxal en fait, parce que c'est une équipe qu'on ne voit de moins en moins. Qui a été éliminée justement, je m'en souviens, aux éliminatoires pour la CAN 2019 contre le Soudan du Bervelu, de 2-0. Donc c'est vrai que c'est étonnant de voir des clubs. C'est très étonnant, c'est vrai. On va en parler bientôt, Coupe de la CAF, avec cette équipe du Marumo Gallon qui est aussi dans le dernier carré. Effectivement. Donc il y a une bonne santé en termes de clubs en Afrique du Sud. Mais l'équipe nationale a du mal à confirmer. Bon, on va bifurquer un peu, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud paye un peu aussi le fait qu'elles aient des bonnes installations? C'est un peu aussi, ils n'ont rien envie à l'Europe aujourd'hui. Et quand tu te déplaces au Libéria, juste pour citer eux, ou en Mauritanie, exactement. ou même en Algérie, c'est peut-être aussi des conditions. Bien sûr, aujourd'hui ils ont le même problème que ce qu'ont les clubs maghrébins ou égyptiens quand ils se déplacent avec les infrastructures qu'ils présentent chez eux. Quand ils arrivent dans des pays subsahariens, ils ont du mal à pratiquer. Parce que, sans parler du fuseau horaire, ils ont aussi un climat qui est un peu à l'occidental, si je ne me trompe pas. Ils ont un climat qui nous ressemble. Un peu humide, non? Un peu humide, mais apparemment sur les températures, super élevées non plus. Après, ils ont des clubs qu'on voit régulièrement dans les coupes africaines. On sait que Berkane avait affronté Kaizer Chiefs en finale il y a ça, c'était la finale contre les Ali. C'était il y a 2 ans. Même Berkane, la saison dernière, les avait affrontés en finale, une finale qui jouait au Nigeria. Donc oui, ils ont des clubs qui sont quand même assez présents sur la scène continentale. C'est des gens qui travaillent bien. Après, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique du Sud, c'est aussi un pays de rugby. Effectivement. C'est un pays aussi où tu as un autre sport qui mobilise pas mal la jeunesse. C'est vrai. Je vais profiter de cette remarque pour passer à la transition à la Coupe de la CAF. Donc il y a eu Monastir qui a rencontré l'ASEC. On va regarder le résumé et ensuite Raïd, tu vas nous parler un peu plus en profondeur de ça. Donc Monastir, ASEC, Abidjan. Voilà, le Monastir qui se fait piéger juste avant la fin de la première mi-temps par un coup franc du joueur ivoirien. Entraîné par un Français d'ailleurs. Effectivement, beaucoup d'entraîneurs français sont en Côte d'Ivoire. C'est une belle équipe, la SEC d'Abidjan. C'est le retour. Je les ai vus en championnat face à Nianio. Donc là, vraiment un but qui est pris au plus mauvais des moments. Vraiment, le Monastir qui est arrivé à tenir ce match nul justement en première mi-temps, mais qui se fait piéger par cette grosse frappe. Puis voilà, pareil, dans les arrêts de jeu de la seconde période, ce but qui enterre les espoirs des U-Smith. Je l'ai dit, je le répète, la fédération tunisienne et la ligue tunisienne n'a vraiment pas aidé cette année les clubs tunisiens dans les Coupes d'Afrique. On en avait parlé aussi la semaine dernière avec les phares. C'est vraiment... on ne peut pas enchaîner les matchs en fait. Ces équipes-là n'ont pas les effectifs en fait pour surtout Monastir. Surtout Monastir qui avec peu de moyens quand même a réussi à faire de grandes choses. Bien sûr. Malheureusement, qui a battu Berkane quand même. 0-0 à l'aller contre la SEC. Après c'est sûr que ça pardonne pas au retour. Non, il fallait peut-être faire la différence. Mais comme je vous l'ai dit, jouer tous les 3 jours depuis un mois et demi, c'est pas possible pour les organismes. Il y a eu le Ramadan. Beaucoup ont alerté les blessures qui allaient potentiellement venir après le Ramadan. Ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, il y a, comme on peut le voir, il y a Oumarou qui est toujours pas revenu. Effectivement, toujours pas revenu. Le meilleur joueur, capitaine. Qui est incertain même en équipe nationale pour le mois de juin. L'USMA, le Monastir qui est aussi décroché en championnat. Enfin voilà, ils ont tout perdu en fait, comme je l'avais dit la semaine dernière avec les phares, qui aussi, je pense que les phares risquent de tout perdre en fait, parce qu'avec les enchaînements des matchs, la Coupe arabe, Coupe de la CAF, le championnat, il y a trop de matchs en Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, on risque pas de voir le Monastir la saison prochaine en Coupe africaine. Beaucoup de joueurs vont partir, à l'image d'un Ekel Chikraoui qui était passé justement au FC Porto, qui maintenant
Kalakot, Youssouf Oumaré aussi. Malheureusement, malheureusement, sa blessure a ralenti un peu la chose. Mais c'est des Exactement, joueurs qui peuvent partir. Exactement. Mais on espère, Raïd, que le président de la fédération, Wadi Jari, et les instances du football tunisien nous écoutent ici sur le plateau d'RTV pour essayer de remédier à tout ça, parce que ça pénalise, je pense, aussi les clubs tunisiens. Exactement. Le coach Herb Zarkonovic a été licencié, logiquement, après cette élimination. Mais est-ce que véritablement c'est à cause de lui? C'est pareil, on peut remercier encore la fédération avec ses enchaînements de matchs. On ne peut pas demander à un entraîneur de faire des miracles, en fait. Complètement. Voilà. Aujourd'hui, pour Monastir, c'est terminé et la fin de saison va être très très longue pour le club. Fateh, tu voulais nous parler de la SEC. Tu avais vu un match de championnat contre Nianoa, c'est ça? Nianoa, exactement. Et déjà, j'en avais parlé à Raïd. Je lui avais dit que ça jouait bien. D'ailleurs, des deux côtés, c'est une belle équipe. Bon, la SEC d'Abidjan, on connaît. On connaît la formation, les frères Touré, les Domoro, les Okora. Les Harouna Tindan. Exactement, grâce à l'académie Jean-Marc Guillot qui a fait le prestige et le nom, qui est aujourd'hui la SEC d'Abidjan. Exactement. Donc, c'est une terre de football, la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue bien au ballon et qui arrive à se projeter vite vers l'avant aussi. Et physiquement, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'ils peuvent, avec cette victoire-là, en sortant en Monastir, prétendre à aller jusqu'au bout. En tout cas, ça promet de belles choses. C'est possible, parce que la SEC d'Abidjan, c'est vrai qu'en général, elle recrute les meilleurs joueurs du championnat ivoirien, qu'elle expose après en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions pour pouvoir partir. Donc après, je pense qu'il y a quelques joueurs à surveiller. Après, la SEC, ça reste aussi un grand d'Afrique. Bien sûr. C'est un club qui est très connu, qui a des Coupes d'Afrique. Son expérience va jouer dans ce dernier carré. Ce club a-t-il déjà pris un titre? Alors, ils ont gagné les champions contre l'Espérance de Tunis, c'est ça? La Super Coupe d'Afrique, quoi. C'est un match qui restera dans les annales. Incroyable. Avec des joueurs de 17 ans face à l'Armada Espérantis. Face à des trentenaires tunisiens. À l'époque, c'était perdu. 17 ans, j'ai du mal à y croire. Mais avec une équipe qui était présentée à 80% des joueurs d'équipe nationale de Tunis, donc c'était un exploit considérable. Effectivement. C'était des gosses qui avaient battu justement les grands joueurs tunisiens. Et ce qui avait fait découvrir tous ces joueurs-là qu'on a vus après en Côte d'Ivoire et tout ce qu'on connaît par la suite. Il y a eu un autre match aussi, Pyramids, qui s'est déplacé en Afrique du Sud contre Marumo Gallants. Une autre surprise, Fateh, d'un club sud-africain. Qui élimine Pyramids, qui est un prétendant pareil. Qui jouait le maintien, en plus, Marumo Gallants, si je m'en souviens bien, il y a 2 ou 3 ans, qui jouait le maintien dans le championnat sud-africain et qui aujourd'hui... C'est une équipe vraiment surprenante que je ne connaissais pas pour être honnête. Vraiment, je les ai connus à travers cette Coupe d'Afrique. On connaît en Afrique du Sud Saint-Dance, l'Orlando Pirates, Kaiser Chiefs. C'est une équipe la Mazulu qui avait été pris par Ben McCarthy. C'est ça. Là, vraiment, j'ai appris à les découvrir. Les Pyramides, comme l'a dit Fetter, c'était les grands favoris de cette coupe, compte tenu des joueurs stars qu'ils ont. Ils ont de l'argent, ils ont investi. Et un peu à l'image du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui viennent malheureusement pour l'aspect financier. Après messieurs, ce qu'on disait aussi, c'est que Pyramids, c'est un peu, sans citer le PSG, mais je suis obligé de le citer, c'est un peu un club, on va dire sans âme, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, mais derrière il n'y a rien. Il n'y a pas d'assises populaires. D'ailleurs, c'est pareil pour Future. C'est des clubs très riches, très jeunes, qui ont de l'argent, qui ont un gros actionnaire. D'ailleurs, Pyramids appartenait à Turki El-Shir. Voilà. Le Saoudien à l'époque, avant qu'il reprenne... Celui qui est à la tête de la présidence de la Fédération d'Arabie Saoudite et qui l'a vendu à un Émirati. Qui est aujourd'hui à El Hilal Omdurman au Soudan, justement, qui investit beaucoup dans ce club-là. Donc il y a pas mal de joueurs, notamment Ben Youssef, il y a Soubhi, il y a Chibi le Marocain, il y a Walid El Karti. Il y a des bons joueurs. Parce qu'il y a des bons salaires, mais c'est un club qui, comme tu l'as dit, n'a pas d'âme, parce qu'en fait, il n'y a pas de soutien populaire. Je m'étais interrogé l'année dernière déjà en voyant un match chez eux à domicile où il n'y avait pas de supporters, et je me posais la question, est-ce que c'était lié au Ramadan ou pas? Mais en fait, après, j'ai compris que c'était un club qui n'a aucune assise. Il faut savoir que c'est un club du Caire. Déjà, en Égypte, il faut savoir, les gens, c'est 70% à l'Ali, 30 ou 40 pour le Zamalek.
Donc, comme l'a dit, déjà des clubs comme Futur, etc., ils ont du mal à exister. Dans le le seul championnat, club. tu as au moins 10 clubs qui jouent, enfin qui sont du Caire. Ouais, le Dans seul le surtout championnat que t'as- égyptien, attention, il ne faut pas croire que à toutes les villes, comme par exemple au Maroc, non, où tu as une vraie assise populaire, une vraie ferveur, une vraie histoire. Mais en Égypte, tu as parlé à Ali, Zamalek. On a Port Saïd, il y a Ismaïli. Ismaïli est vraiment. Alexandrie aussi, tu as d'Alexandrie. Oui, voilà, Il y a le quand même reste, des clubs, On a pas mal à survivre. Bien on va sûr, dire, bien sûr. Bon, Donc voilà, Marumo Galants qui se qualifie pour le c'est prochain tour. c'est des Et clubs une qui grosse sont, surprise donc à suivre la SEC, Marumo Galants. ça reste des surprises, hein, ça reste. On verra ce que Voilà. ça donne. Là, les prétendants qui sont sortis, on va sans doute parler du exactement, match face avec les phares. C'est ça, donc on va enchaîner, c'est bien que tu introduis. Donc les phares face à l'USMA, le phare qui a gagné 3-2 mais malheureusement est éliminé. Ouais. On va voir le résumé. Phare, USMA. Voilà, donc les phares qui avaient bien entamé le match sur ce but contre son camp. On pensait vraiment que ça allait dérouler derrière, sauf que les phares, c'est vraiment une équipe à traction maillot. avant. Qui a un bon milieu, une bonne attaque, mais derrière, des fois, il y a des flottements. Et voilà. L'axe Très de beau but. Voilà, c'est le 3e but sur la double confrontation qui arrive d'un ballon qui prend à court la défense ou sur coup de pied arrêté. Voilà, on voit que Ben Chikha a bien travaillé sur ce. Voilà, Encore une fois, on dirait une photocopie. Exactement. Ce but, vraiment une photocopie. Exactement. On voit que les latéraux des phares sont vraiment à la ramasse, que ce soit Emmanuel ou Moufid, sont vraiment pas à la hauteur du reste de l'équipe. Donc là, on va voir que les phares vont marquer sur cette tête. Un très beau but encore une Voilà. fois. Donc là, on se dit, ça va revenir. Et finalement, contre-attaque. l'attaque, à force de se découvrir, Ah, 3 passes décisives, voilà. Trois À passes force de se décisives découvrir, vient. pour le joueur de l'USMA. C'est quand même Et le un bon 3e ratio. but. Donc les phares devaient marquer 3 buts, mais le problème c'est qu'ils s'en ont pris 2. Donc voilà, ça peut pas passer comme ça. Et donc ça a donné Ça a donné une qualification du Ce qui est MC dommage Alger. aussi pour les forces, c'était pareil, hein, comme je l'avais souligné avec le Monastir, c'est que ça joue trop de coupes. Les phares, ils sont aussi en coupe arabe. Ils ont fait des déplacements ces dernières semaines. Ils ont pas. Enfin, Fetter me dit le contraire, mais je trouve qu'ils n'ont pas la profondeur d'effectif justement pour gérer toutes ces compétitions. Voilà, aujourd'hui on voit le résultat. Wydad, ils sont revenus en championnat. Je pense que Wydad, ils vont quand même prendre le championnat. Alors justement, là, ils sont éliminés. Hier, il y a eu le Classico à la Botola, Wydad phare. Et ça allait nous donner vraiment une bonne indication sur l'état d'esprit et est-ce que vraiment les phares peuvent aller jusqu'au bout. Et franchement, ils nous ont donné une bonne réponse parce que hier, le Wydad était, alors qu'elle avait 2 jours de repos en plus que les phares, était complètement en deuxième mi-temps limpide. Je ne sais pas si on peut utiliser cette expression. Et c'était une deuxième mi-temps à sens unique. Et vraiment, sur cette confrontation hier, les phares méritaient vraiment de gagner. Déjà, ils ont mérité de revenir au score, mais ils méritaient vraiment de gagner. Comme tu l'as dit, tant ils se sont créés d'occasions. Le problème, c'est qu'ils se sont pris 2 buts identiques pratiquement. Ouais, et au match aller, ils avaient déjà revenir avec 2-0, c'était compliqué. C'était cher payé. Après, quand tu sais que Reda Slim s'est pris un rouge à la fin du match aller, et qu'il était absent au match retour et que Reda Slim, c'est quasiment 50 ou 60% des buts des phares. C'est la star. C'est compliqué. Ça devient encore plus compliqué. Je pense que le match, il s'est aussi joué sur le banc, parce que Ben Chikha est un entraîneur qui connaît parfaitement la Botola. Il avait affronté en début de saison les phares quand il entraînait Berkane avant qu'il se fasse licencier, ou avant qu'il parte. Et il a bien compris comment jouer les phares. Le dépositeur et la sentinelle et celui qui vraiment ressort les ballons du côté des phares, c'est Harimet, et il lui a mis un joueur. Du coup, c'était un peu plus compliqué pour sortir les ballons, sachant qu'il n'y avait pas de double pivot du côté des phares. Et là, on s'est aperçu que voilà, ça combinait bien, ça bloquait le jeu. Malgré ça, ils ont quand même réussi à mettre 3 buts. Mais quand tu te prends 2 buts comme ça sur de longs centres du même côté et qui prend à court la
défense, bah tu comprends qu'à ce niveau ça peut pas marcher. C'est dommage pour les Phares qui auraient pu peut-être mériter une autre issue. Moi je les voyais en début de saison aller jusqu'au bout. Oui. En championnat ils ont réussi à revenir avec le match nul hier, donc ils ont un point de plus que le Wydad. J'espère qu'ils vont pouvoir aller au bout et combler pour la saison prochaine leur point faible, qui est la défense. Voilà, que ce soit les latéraux ou l'axe central, parce que Borges, c'est vrai que c'est un défenseur qui met beaucoup de buts, le Cap-Verdien, mais derrière, il y a pas mal de flottements. Et on l'a vu, à ce niveau-là, ça ne peut pas passer. On l'a vu justement. Voilà, quand tu as un entraîneur et une équipe, actions de but de l'USMA. Et une équipe qui taffe bien l'adversaire, ça donne ça. Une élimination précoce. On retrouvera USMA quand même un grand club aussi d'Algérie qui ça fait longtemps mais en championnat, elle est 6e ou 7e, donc on s'attendait pas à ce que les Phares sortent. Sur la scène continentale, ça faisait quand même un moment qu'on les avait pas vus à ce niveau-là. Ils ont fait quand même une finale de Champions League en 2015 face au En 2015, donc depuis 2015. C'est une équipe expérimentée, l'USMA. Ils ont fait la Coupe du Monde aussi des clubs à un moment donné. Alors l'USMA, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde des clubs. Alors dans les années 2000 aussi, ils avaient fait une demi-finale à l'époque contre l'Espérance. C'est une équipe qui est quand même habituée à jouer les derniers carrés de Coupe africaine. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver une équipe aussi comme ça. C'est une équipe qui est expérimentée tout simplement et qui a battu une jeune équipe des Phares. Aujourd'hui, je pense que je les vois quand même favoris maintenant dans cette coupe, avec un entraîneur Benchir qui D'accord, tu les vois favoris, toi? Oui, parce qu'ils ont un bon entraîneur. Marumo, Young Africa et l'USMA, tu les vois favoris? Ah ouais, moi je les vois clairement favoris cette année, l'USMA. Ouais. Écoute, l'avenir nous le dira. Je vais transiter sur le dernier match. Young African Rivers United. Donc on va regarder le résumé. Alors celui-là, il n'y a pas eu de but. Alors ça les fait 5 secondes. Hein. Il n'y a pas eu. Il y a un problème sur la vidéo. On verra ça au montage. Donc Raïd Young Africa 0-0 contre River United, un club nigérian. Young African, c'est le deuxième club de la Tanzanie qui a mis champion de Tanzanie, coaché par un Tunisien, je crois que c'est Nasruddin Nabi. Exactement. C'est une équipe, c'est pareil, à l'image des Sud-Africains, à l'image de la SEC, c'est une équipe surprise dans ce dernier carré. On les attendait pas. C'est la première fois qu'ils atteignent ce stade de la compétition. Alors Fetter qui a beaucoup de mal avec les coachs tunisiens, encore un Tunisien qui brille, on va dire, dans un club, dans un tout petit club inconnu, je dirais, du grand public. Ça fait un moment qu'il est là. Hein. Ça fait un moment, il est passé par plusieurs clubs, notamment en Égypte. Aujourd'hui, je pense que ses compétences sont mises au goût du jour et ça est tant mieux. Alors, est-ce qu'ils vont continuer leur parcours? On verra ce qu'ils vont proposer. Effectivement, aujourd'hui, on voit qu'en Coupe de la CAF, on se retrouve avec des clubs qui n'ont plus peur en fait des grosses équipes telles que Pyramide ou les Phares ou autres. Maintenant, on sera curieux de voir ces demi-finales et de voir ce que toutes ces équipes nous proposent. Très bien. Après, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette confrontation, c'est que Rivers, le Raja, c'est pas bon. C'est faible, il faut le dire. Ouais. Le Raja les avait affrontés. Les Rivers qui nous ont affrontés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est à l'Espérance dans les tours préliminaires de Champions League. Qui aurait pu. Moi, je ne pense pas que c'est de ce club-là où. Je pense plutôt qu'il faudra voir du côté ou du MC Alger ou de la SEC Abidjan remporter cette coupe où on a vu que des gros prétendants comme Monastir ou Pyramides ou les Phares ont été éliminés. C'est peut-être l'année des Sud-Africains. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être une super coupe d'Afrique. Marumo Galante. Il faut savoir après qu'il y a 2 ans, déjà les Kaiser Chiefs avaient atteint la finale de Champions League face à l'Ali. Effectivement. Ils sont un club là. Qui a un peu disparu justement. Exactement. Les Orlando Pirates, on les voit aussi souvent. Ils avaient fait une finale en 2013. Ils font des demi-finales. Et les Sud-Africains, ils sont souvent présents. Ouais. C'est vrai que cette année avec les Sundowns, qui vraiment nous fait kiffer, parce que vraiment en Afrique, on a de plus en plus de mal à avoir du beau jeu. Là, les Sud-Africains, vraiment cette année, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être plaisir à voir, effectivement. En tout cas, on a fait le tour de table de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Maintenant, on va parler des incidents qui se sont passés lors du match Espérance JSK, excusez-moi, à Radès. Faut pas... on va regarder un peu les images, c'est très effrayant. Ah bah là c'est de l'ensauvagement, là. C'est une vendetta. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tronçonneuse? Alors ça me fait rappeler un supporter algérien lors de la CAN 2019 qui au Champs-Élysées nous a sorti aussi une tronçonneuse. Ah oui. Et puis on voit pas mal de choses dans certains stades. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, au stade Nelson Mandela, on a vu des marmites.
à Alger, entrer, là c'est une tronçonneuse. Alors là, c'est vrai qu'on Alors, demain il y aura peut-être, je sais pas, un frigo ou on en rigole, une mais c'est machine vrai à que laver. du côté de la Kabylie, on est vraiment survolté. On est très remonté par rapport à ce qui s'est passé. On demande vraiment l'éviction de l'Espérance tout court dans cette Ligue des Champions. Moi, de mon avis, on va dire que je défends un petit peu les clubs tunisiens, mais enfin, les joueurs qui sont sur le terrain, enfin, on n'a pas les sanctionner. Si aujourd'hui il y a une bagarre entre joueurs, Oui, on ne va pas Raïd, sanctionner les gens qui sont dans les tribunes. Oui. Mais si on respecte le règlement, excuse-moi de te couper, mais si on respecte le règlement, tu dois assurer la sécurité autant pour les supporters extérieurs. Et si tu veux, la JSK n'a pas à subir 40 minutes comme ça d'arrêt alors qu'elle y est pour rien. Effectivement. Maintenant, surtout dans un match aussi déterminant. Important, bien sûr. Et tu le vois, au retour de l'interruption, il y a un but. C'est à ce moment-là que Ben Ramdan marque. Mais le coach de la JSK lui-même a dit clairement en conférence de presse que l'interruption n'a pas dérangé forcément les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on s'attarde plus sur les résultats. La JSK qui a changé d'entraîneur, oui, ça y est, qui est repassé à Bouzidi, qui était déjà passé à la JSK. On n'en a pas parlé, mais il y a eu malheureusement des choses qui se sont passées à Casa, entre le Raja et l'Ali, avec un décès d'une jeune femme, pour je ne sais quelle raison. À l'entrée du stade, oui, il y a eu un peu de couille-bohu. Oui, ça arrive souvent, un mouvement de foule et voilà. Après, le match en lui-même ou dans les gradins, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ce qui est un peu dommageable, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le National du Caire s'est qualifié, mais admettons, ça aurait été le Raja. Qu'est-ce qui se serait passé? Surtout avec l'influence qu'a Ali en Afrique. Moi, je vais même te dire autre chose, pardon de te couper, mais Al-Hilal, ou je ne sais plus si c'était Al-Hilal ou le Meriah face au Caire, il y a eu c'était n'importe quoi dans les gradins. Il y a eu des sièges qu'on volait. Les Soudanais, ça jouait au Caire. Ça jouait au Caire. Oui, c'était la dernière journée. Et ça n'a jamais fuité. Mais si, justement, maintenant l'Hilal. Oui, maintenant que ça a fuité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit quand même que souvent on décrit certains qui seraient protégés. On voit que quand il s'agit, par exemple, des clubs marocains ou des clubs tunisiens, ça sort direct. En revanche, quand c'est les clubs égyptiens qui font un peu ce genre ou qui provoquent, ou alors qui... Tu trouves qu'ils sont protégés? Bien sûr qu'ils sont protégés, j'arrête pas de le dire, mais les gens ne sont focus que sur Fawzi Lerja ou les clubs marocains. C'est pour ça que c'est important d'en parler dans nos émissions. Alors que la réalité, elle est tout autre. On le voit, les clubs égyptiens à la CAF sont protégés. C'est eux qui sont protégés. Est-ce que ça a un rapport avec le siège bien sûr que le siège est au Caire, et c'est lui qui... Forcément, il y a une influence, t'arrêtes, d'accord. Après, moi, je ne suis pas là à voir des complots partout. Oui, effectivement, mais ça peut jouer. Mais effectivement, je comprends que certains supporters ou alors médias ou du côté de la JSK revendiquent certaines mais bien sûr, on ne va pas réfuter ce qui s'est passé. Il y a eu des choses, il y a des sanctions, on va avoir. Mais aujourd'hui, je suis désolé, sur le terrain, est-ce que la JSK méritait clairement d'être en demi-finale? Non. Mais quand on regarde les images, elles sont atroces. Comment déjà un supporter, moi je pose la question, arrive avec une tronçonneuse? Il n'y a pas d'épouille. Mais moi, quand il y a eu des manifestations de joie, je ne sais plus si c'était en 2019 et que tu voyais à Paris des tronçonneuses avec des supporters algériens. Mais pas dans le terrain. Non, pas dans le terrain. Mais en dehors du terrain, c'est choquant. Mais là, comment il est rentré dans le stade? Déjà, il y a un problème dans la sécurité au stade de Radès. Tu vois que le type, il n'est pas normal. Tu vois déjà que le type, avec ses tatouages, il n'est pas normal. Non, mais il faut un éclaircissement. Il y a eu beaucoup. Non, mais il y a eu des interviews de la part des supporters espérantistes, etc. Personne ne sait. Non, justement, les supporters d'Espérance l'affirment. Mais moi, je pense qu'il y aura une enquête de toute façon qui sera menée. Oui, mais sûrement par la police, par la CAF. La demi arrive dans 10 jours à peine. Il va falloir vite trouver savoir si l'Espérance va jouer ou pas, si elle va être sanctionnée financièrement peut-être. Mais ça c'est sûr. Donc ou pour la prochaine CAF, il y en a partout. Pour la prochaine Ligue des Champions, pardon. Naples avec le club allemand, il y a eu dans le centre-ville de Naples. Oui, mais excuse-moi, Fatah, c'est vrai que tu parles d'incidents vraiment graves, mais ça se passe à l'extérieur. Mais d'accord, mais là, à l'intérieur, il y a un feu. Bon, un feu encore. Liverpool, Real de Madrid à Paris. T'as vu la catastrophe que c'était en matière d'organisation. Donc en fait, il faut pas aller chercher, j'ai envie de dire, plus loin qu'il ne faut. Très bien. Mais écoutez, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie, Fatah. Un plaisir de t'avoir revu après
ce long temps d'absence. Raïd, toujours bon comme d'habitude. Toujours, on se retrouve très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube RTV et Street Foot et retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un 3e épisode. N'oubliez pas RTV sur la Freebox et la B-Box. À très bientôt.